Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une destinée. Et cette destinée, c'est d'atteindre son ultime perfection. En cela, elle est comme toutes les autres espèces, finalement, parce que voilà, les baleines, elles ont tout au cours de leur évolution cherché à atteindre la meilleure fluidité dans l'océan, de, de, de parvenir à vaincre ses prédateurs en grossissant, par exemple, dans son cas. Bon, certains animaux vont chercher, certaines espèces vont chercher la fluidité dans l'air, la fluidité dans l'eau, le camouflage, la rapidité, l'agilité, je ne sais pas, enfin bref, voilà, chacun a ses... Dans l'écosystème, c'est comme ça, mais c'est pareil pour les arbres, c'est pareil pour... etc. Toutes les espèces ont cette tendance à atteindre, à vouloir atteindre le plus haut degré d'acclimatation, d'adaptation. L'espèce humaine a quelque chose de particulier, c'est que dans cette aventure, c'est son esprit globalement qui prédomine. Elle cherche à comprendre son monde, donc à résoudre son questionnement, à maîtriser son comportement, donc à être de moins en moins violent, de moins en moins abusant envers autrui, donc de gérer justement ce comportement pour devenir de plus en plus sociable, de plus en plus fraternel, de plus en plus empathique, etc. C'est ce que nous développons. Et nous cherchons à nous adapter le mieux possible à l'environnement. Et l'environnement, depuis quelques années, on pourrait dire même pas plus, on a compris qu'il fallait devenir conscient. On a pompé sur le climat pendant des siècles. On a évolué techniquement, technologiquement, inconsciemment, sans conscience de ce que nous faisions. Et donc on est arrivé devant un problème, le problème de l'écologie. Et donc là, on vient de mettre le premier pied, peut-être le premier orteil simplement, mais dans l'évolution écologique. Et c'est clair que dans 100 ans, on sera bien plus loin et ce qui est dans notre horizon de l'évolution, c'est la fin de l'énergie sale, entre guillemets. On tirera notre énergie du soleil, du vent, de tout un tas de choses. On arrivera au 100% écologique. Et donc ça, c'est le cocon de notre évolution. Mais le fond de notre évolution, c'est l'accession à la paix universelle, mais à la paix intérieure, l'accession à la sérénité, l'accession à l'éveil, l'accession à l'extase. Donc c'est le plus haut degré au nirvana, peu importe comment on appelle cet état subliminal, et c'est le plus haut degré de l'esprit qu'un esprit peut engendrer, ressentir, qu'un corps peut ressentir, etc. Donc en cela, Hegel avait raison. L'évolution, c'est l'évolution vers l'état supérieur de l'esprit. Et l'état de perfection, donc, vers lequel nous allons, et qui mettra encore quelques siècles d'évolution, cet état-là, c'est l'accession facile à l'extase. Aujourd'hui, l'extase, il y a des chercheurs en extase, des moines zen, bouddhistes, des soufis, etc., qui cherchent à atteindre cet état incroyable. Mais c'est marginal, c'est très peu. Tandis que quand l'humanité aura atteint sa perfection, chaque être humain ça sera très facile d'expérimenter l'extase, qui est la fusion avec le principe créateur, la fusion avec Dieu en réalité. Et donc,
dans cet état, ça sera très facile. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'ego aura régressé encore beaucoup plus jusqu'à arriver à être un ego minimal. Et donc, quand il n'y a plus l'ego, il y a l'extase qui arrive. Parce qu'en fait, le barrage de l'extase, elle est en nous, on l'a, c'est quelque chose qui est... L'éveil, c'est quelque chose dont on est constitué, mais notre ego fait le barrage. Et donc, quand on enlève l'ego, et c'est le travail du moine zen, c'est de maîtriser son ego, de le contenir pour faire passer la contemplation, pour accéder à la contemplation. Alors, comme on est en train de construire cette perfection, on a besoin de l'ego, on a besoin de... Donc, l'extase, elle est difficile. Et c'est légitime, c'est normal. Pour l'homme constructeur que nous sommes, nous avons accès surtout au petit plaisir, au petit bonheur, voilà, mais pas au bonheur suprême, pas à l'extase. On a la récompense pour nos actions créatrices de perfection, eh bien c'est le plaisir. Donc on ne doit pas bouder nos plaisirs non plus, voilà, et c'est important de travailler sur le plaisir. C'est logique que l'humanité travaille sur le plaisir. Elle y travaille très mal, au moins l'Occident y travaille très mal en tout cas. Alors, je vais reprendre l'écoute de l'épisode 8/8, le dernier épisode de la République de Platon sur les chemins de la philosophie, une émission de France Culture et qui était parue en 2022. Et donc, c'est sur Platon, la République, et peut-on choisir, le thème c'était peut-on choisir sa vie après la mort? C'est le dernier chapitre, c'est le livre 10, c'est sur le livre 10 de la République, le dernier livre, et c'est Anne Merker qui est invitée, et voilà, et donc je lance, et éventuellement, j'utilise ce qui est dit, ben mince, voilà, dommage. J'utilise ce qui est expliqué pour éclairer ma théorie. Sur la mort, et Platon reproche le fait qu'avec ces représentations, on va façonner l'âme de telle sorte qu'elle soit remplie de peur vis-à-vis de la mort. Or, je reviens au but de Platon ici, c'est quand même de faire... Il reproche à l'Iliade et l'Odyssée, il reproche à Homère en fait, d'engendrer de la peur de la mort. Et à mon sens, Platon a expérimenté l'extase. Platon et les présocratiques, vraisemblablement peut-être Socrate aussi, mais enfin, ils ont connu l'état d'extase. Et quand on connaît l'état d'extase, quand on fait l'expérience de l'état d'extase, eh bien, on se rend compte que on dépasse la mort. On la dépasse pas physiquement, mais on la dépasse psychiquement. Le mental, l'esprit ne peut plus avoir référence à la mort. Il ne peut plus concevoir la mort, consciemment ou inconsciemment. Donc la mort disparaît, parce que la mort en nous, quand on est vivant, elle est là parce qu'elle nous travaille inconsciemment, ou parce qu'on y pense, ou parce qu'on a voilà, des souvenirs, voilà, qui nous reviennent et qui fait que la mort est et là, même si la façon dont le psychisme est organisé fait que ça rend cette alternative supportable, alors que c'est quelque chose de terrible réellement pour l'ego. L'ego refuse absolument de voir la mort en face, etc. C'est très très compliqué. Et donc, l'organisation psychique de l'homme, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on sait que c'est là, mais on n'y croit pas. Il y a quelque chose qui nous protège. Donc tout est fait pour que ça soit supportable, pour que cet événement incroyable, qui est la fin de notre existence, que ça soit géré en réalité par l'homme constructeur. Et ça, c'est rien que ça montre à quel point la vie est
et d'une magnificence extraordinaire. Et ce qui peut, rien que ça peut donner la logique, ça amène la logique qu'il y a du divin, qu'il y a un principe créateur bienveillant sous cette création. Voilà. Et donc, je reprends. Si, c'est quand même de fabriquer une classe dirigeante qui soit à la fois guerrière au sens le plus noble du terme, courageuse, ferme, endurante dans les dangers, et donc ça présuppose de ne pas craindre la mort. Voilà, un exemple extrêmement concret. Alors même là, en fait, vous soulignez bien l'ambivalence de Platon. Il est sous le charme, mais qui ne peut être sous le charme d'Homère? Enfin, moi, je considère que l'Iliade est un texte indépassable. C'est plus encore que l'Odyssée, d'ailleurs, mais c'est extraordinaire. Évidemment qu'il est sous le charme, mais il dit bien que il y a deux types d'auditeurs de ces poètes. Il y a ceux qui ont un remède et il y a ceux qui n'ont pas le remède. Toujours cette métaphore médicale chez Platon. Qu'est-ce que c'est que le remède? Le remède, ça peut être la conscience. C'est-à-dire que c'est comme avec les livres sacrés. Quand on lit la Bible, quand on lit la Bhagavad Gita, quand on lit le Coran, on peut y trouver quelque chose qui stimulerait notre désir de nous affirmer aux dépens d'autrui. Mais le cerveau, normalement, quand il est vraiment spirituel, il écarte tout ça, il fait le tri quand il remet ce qui est dépassé il le repousse. Ça, il reste plus que ceux qui vont utiliser les livres sacrés pour en faire une arme de combat, qui vont pointer et qui vont rester accrochés à ce genre de texte. Qu'est-ce que c'est que le remède? Le remède, c'est la connaissance. Donc, finalement, quelle est la maladie? Le remède à quoi? La maladie, c'est précisément cette forme d'ignorance qui va vous faire craindre la mort parce que vous allez prendre les mythes au pied de la lettre. Vous allez être impressionné. Et puis alors un enfant, un tout petit, on peut pas lui demander. C'est normal qu'il n'ait pas la connaissance. Donc il n'a pas le remède et il reçoit finalement un discours qui va façonner son âme comme de la cire. Platon prend une image où il dit les nourrices dans l'Antiquité, elles pétrissaient le corps des nourrissons et Platon fait remarquer que sans s'en rendre compte, en racontant des histoires, on pétrit aussi l'âme et on donne une forme à l'âme. Et donc il faut se ressaisir de ce qui se faisait de manière totalement latente, sans qu'il y ait une pensée politique de cet acte-là. Ce que nous dit Platon, c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'en fait, le travail des nourrices est déjà un travail politique. Mais ça n'est pas pensé comme tel. Et Platon vient le penser de cette manière-là. Et il vient montrer la puissance extraordinaire que peut avoir la poésie. Alors il dit quelque part dans le livre 10, mais quand on est soi-même en possession du remède, c'est-à-dire de la connaissance, on peut jouir de cette poésie, mais on va le faire presque entre nous, en secret, on va réserver cette poésie-là à des gens qui peuvent s'y exposer sans aucun danger. Mais en revanche, il y a une adaptation à avoir. D'ailleurs, c'est un principe qui est explicité dans le Phèdre. On doit déjà connaître quel est le type d'âme, on doit connaître quel est le type de discours et quelle est la réception d'une âme par quel discours. Mais est-ce que là, Platon n'est pas extrêmement normatif? Je sais où est le vrai, la poésie a tort, et c'est moi qui vais vous apporter le remède. Il est totalement normatif. Oui. Absolument, il est totalement Mais c'est presque contre-productif, parce que du coup, on n'a pas envie de le suivre jusqu'au bout. On se dit, oulala, Platon, pourquoi une telle position aussi tranchée et une telle certitude? Il doute pas beaucoup à ce moment-là. Mais c'est clair qu'il doute pas. Il est convaincu, Platon, et c'est vrai que il faut plonger dans Platon, dans l'âme de Platon, je pense, pour pouvoir le voir comme ça. Si on reste sur le corps, sur le superficiel, évidemment, il est irritant. Il peut être irritant dans ce sens. Beaucoup à ce moment-là. Il ne doute pas au livre 10 parce qu'il y a eu tous les livres précédents. Et dans les livres précédents, il a longuement, vous reconnaîtrez que c'est assez long,
certitude. Il doute pas beaucoup à ce moment-là. Il ne doute pas au livre 10 parce qu'il y a eu tous les livres précédents. Et dans les livres précédents, il a longuement, vous reconnaîtrez que c'est assez long. Oui, ça fait 2 semaines qu'on est dessus. Voilà, il a longuement et presque, je dirais, visuellement montré que la justice pensée comme le fait que l'âme est bien ordonnée et qu'il y a une hiérarchie, hein, c'est toujours une pensée hiérarchique. Hein, on est avec un Platon aristocratique. Hein. Il y a une hiérarchie, pas une opposition, mais une hiérarchie entre l'intelligence et les autres parties de l'âme, partie impétueuse qui est responsable de l'ardeur des sentiments, la partie appétitive et puis le corps. Et la justice, finalement, c'est cette bonne hiérarchie qui fait que chacun est à sa place et étant à sa place, chacun est capable d'avoir sa vertu propre et notamment le courage. Et il a quand même mis du livre 10, enfin il a pris les livres 2 à 9 pour le montrer et ce qu'il a montré, c'est quelque chose de très simple et de très fort, c'est que la justice est puissante, de manière immanente. Elle a une puissance de faire du bien. Et donc, c'est de manière immanente, si j'ai en moi la justice, je reviens à ce que c'est-à-dire c'est cette forme de hiérarchie de mon âme, où finalement ce qui est apte à commander, à savoir l'intelligence, commande effectivement sur les autres parties de l'âme et sur le corps. Une fois qu'on a structuré l'âme avec cette hiérarchie et ce commandement, on regarde quels sont les effets intérieurs. Les effets intérieurs, c'est une harmonie avec soi-même, une amitié, une capacité d'action et une capacité finalement à mener une vie humaine qui soit digne de ce qu'on attend d'un être humain. Ça, c'est extraordinaire. L'harmonie avec soi-même, la justice qui est le moteur de tout cela. Et effectivement, c'est vraiment le moteur. Et c'est ce sentiment de justice, si les dirigeants avaient ce sens vraiment, et on sait ce que c'est que le sentiment de justice, n'importe qui le sait, notre chef d'État le sait, un dictateur africain ou américain le sait, ils savent ce que c'est la justice, on le sait intuitivement au fond de soi. Donc c'est un choix en fait, c'est un choix et malheureusement l'injustice, c'est comme une addiction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commis quelque chose, qu'on a mis le doigt dans la confiture de la malversation, de l'abus, de l'injustice, eh bien c'est tout de suite addictif et pour en sortir, il faudrait pouvoir faire un mea culpa devant tout le monde et ça, rien que ça, c'est très très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que les qualités pour être un homme d'État, pour gérer la politique, par exemple, eh bien il faut une dose de narcissisme assez forte qui fait justement un barrage pour ce type de choses comme le mea culpa. Et donc voilà, malheureusement c'est le problème. Et en faisant cela, donc très longuement, Platon a montré que la justice, par sa nature intrinsèque, a la puissance de nous rendre heureux. Voilà ce qu'il a fait. Et il s'est en quelque sorte enfermé dans l'âme, qui est très difficile à voir, donc il a pris un modèle extérieur, une cité, qui est simplement un grand modèle sur lequel on va lire plus facilement ce qui se passe dans l'âme, parce que nous conviendrons bien que c'est pas facile d'observer une âme. Oui, il prend la métaphore de la police, de la l'écriture, cité. voilà, je veux dire, une grosse écriture, exactement. On lit mieux avec une écriture large, donc une police plus importante, qui serait l'équivalent de la cité, plutôt qu'avec une police petite qui serait l'équivalent de l'âme. C'est comme un effet de loupe. Mais ça veut dire que l'enjeu premier n'est pas politique pour Platon. L'enjeu premier, c'est le bonheur de l'individu. L'enjeu premier, vous avez raison, c'est le bonheur, mais il pense le bonheur malgré tout dans un cadre politique. Oui, mais vous avez raison, on peut dire l'enjeu premier, c'est éthique. Ouais, c'est ça. Et chez Platon, l'éthique n'est pas séparable de la politique. Non, mais c'est même vraiment le bonheur. C'est clair que le but recherché, c'est l'harmonie, et c'est justement
le maximum de bonheur et le souverain bien, le bonheur suprême. C'est ça qui est la contemplation, c'est ça qui est vraiment recherché dans le fond, même si c'est peut-être pas dit de façon n'est pas séparable de la politique et réciproquement. Et pour la simple raison, en tout cas pour l'éthique inséparable de la politique, c'est que, encore une fois, l'être humain naît dans un état, le commencement de l'être humain est un commencement dont il faut prendre acte, où l'intelligence n'est pas développée. Et le commencement, c'est le plus important de tout. Donc, l'être humain advient comme être humain uniquement dans une communauté humaine par le biais de l'éducation. C'est pourquoi on retrouve en permanence la question de l'éducation chez Platon, et en permanence. Et donc, le livre 10 apporte quelque chose de supplémentaire qui est désormais, pendant des livres et des livres, on a réussi à montrer que la justice a une puissance bénéfique. Tout est centré autour de la puissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a la puissance de faire? Elle a puissance bénéfique, de même que la santé. Il y a un parallélisme entre la santé et la justice. L'injustice a une puissance négative. La justice fait du mal intérieurement. Ça, c'était l'objet des livres précédents, et ça répondait à la demande de Glaucon et d'Adimante, qui était de dire, mais Socrate, en gros, je vais utiliser des mots qui sont pas dans le texte, mais qu'on arrête de nous faire la morale. Voilà, qu'on arrête de nous faire la morale, de nous dire, ah, c'est pas beau d'être injuste, c'est vilain, il faut pas, etc. Il y en a assez. Maintenant, Socrate, s'il te plaît, montre-nous que la justice est notre plus grand intérêt de manière totalement immanente. On oublie les forces de l'ordre, on oublie les châtiments des dieux, on oublie les châtiments des humains, on oublie tout ça. Et tu nous montres qu'à l'intérieur même de l'âme, de l'individu humain, la justice nous fait du bien. Et donc, elle est un bien propre et pas un bien étranger. C'est ça, c'est totalement intéressé. Donc effectivement, on évacue la morale et on se dit voilà, quel est mon intérêt à être le plus juste possible. C'est totalement hétéronome, pour reprendre un terme kantien qui, de ce point de vue-là, à mon avis, je ne le suis pas du tout, mais de ce point de vue-là, il a raison de dire qu'il y a un principe hétéronome dans la. C'est là où il faut quand même que ça me fait penser que depuis longtemps, je sais qu'il faut que j'appuie sur. Alors on reprend. Morale de l'Antiquité. Donc ce qui fait que Kant dénie la moralité au sens le plus strict. Oui, parce que pour Kant, est morale une action qui se donne à elle-même sa propre loi. Oui. Alors là, c'est l'inverse. Voilà, enfin, qui obéit. La moralité n'advient que par le simple fait d'obéir à la loi morale parce que c'est une loi morale. Et pas... Alors c'est là où on voit que Kant, il est arrivé à un moment de libéralisme, voilà, de rationalité absolue. Platon est encore dans le spirituel, comprend que la justice, c'est au-delà, la justice amène à l'extase, en gros, voilà, la justice peut amener au bonheur suprême, au souverain bien, à ce qu'on veut, mais quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Et pour Kant, c'est devenu un mathématicien. On est dans un autre registre. C'est aussi intéressant, hein. Mais simplement, le monde, son évolution rationnelle a conduit à ce que Kant parle comme ça, quoi. Et alors, est-ce que après, il y a une inflexion de cela vers le sensible? Il semblerait que oui, quand même. Bergson, tout ça, mais enfin il y a toujours le rationnel a pris vraiment le pas sur le... Parce que c'est une loi morale et pas en tant qu'elle permet d'accéder au bonheur, etc. Et après Kant récupère le bonheur d'une autre manière, hein. Il l'oublie pas non plus, mais il le met pas dans la moralité. Alors que là c'est très clair, c'est très très clair, et en fait tout est centré autour de la notion du bien, c'est-à-dire du bénéfique. Voilà, le bien c'est ce qui fait du bien, et une fois qu'on a montré que la justice c'est le bien de l'âme humaine, de même que la santé est le bien du corps humain, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de contraintes externes, puisqu'on désire notre propre bien. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, et c'est de là le paradoxe, nul n'est méchant de plein gré, parce que finalement, être méchant, être injuste, c'est faire venir en soi l'équivalent de quelque chose qui est une maladie. Et personne n'a franchement envie d'être malade en soi. Et donc le livre 10 va apporter un complément qui est extrêmement important, mais qui n'est qu'un complément.
on va récupérer à présent, on va reprendre ce qui a été évacué, c'est-à-dire on va reprendre les récompenses extérieures et les châtiments extérieurs. D'où le mythe qui va être proposé et d'où un préliminaire avec la poésie. Une fois qu'on a réglé le compte, on peut passer au mythe. Mais entre les deux, alors on peut passer au mythe si vous voulez, Anne Merker, mais il y a quand même entre les deux un passage argumentatif qui consiste pour Platon, la personne de Socrate, de démontrer l'immortalité de l'âme. Alors on a l'impression que c'est une chose que Socrate fait quasiment dans tous les dialogues de Platon. Il faut toujours démontrer l'immortalité de l'âme, et il veut essayer de prouver pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de montrer que l'âme est immortelle? Je vous propose qu'on écoute un extrait, ça donne une idée en plus du type d'argument qu'il déploie. Bien puis sûr. vous nous direz ensuite, Anne Merker, pourquoi c'est indispensable avant d'entendre le Mider d'avoir ces lignes en tête. Là, il va falloir travailler sur. L'injustice qui a envahi l'âme, comme le reste du mal, tout cela du fait de l'avoir pénétré et de s'y être incrusté, ne va pas la corrompre et la flétrir au point de la conduire à la mort en la séparant du corps. Et pourtant, ce serait paradoxal que d'affirmer que la défectuosité d'un autre être vient détruire quelque chose, alors que sa propre défectuosité ne le fait pas. Garde bien à l'esprit, en effet, Glaucon, que nous ne pensons pas que le corps puisse périr sous l'effet de la mauvaise qualité des aliments telle qu'elle se développe en eux, que ce soit leur mauvaise conservation, la pourriture ou tout autre défaut. Mais si la mauvaise qualité des aliments eux-mêmes produit pour le corps un mal qui lui est propre, nous dirons que c'est par l'intermédiaire des aliments, en raison du mal propre au corps qu'est la maladie, qu'il a été détruit. Mais nous n'estimerons en aucun cas qu'il aura été corrompu par la mauvaise qualité des aliments qui constituent des êtres différents de l'être qu'est le corps, c'est-à-dire par un mal étranger qui n'est pas l'auteur de son mal propre. En suivant maintenant un raisonnement identique, n'allons pas croire, si un défaut du corps ne peut entraîner pour l'âme un défaut de l'âme, que l'âme puisse périr sous l'effet d'un mal qui lui est étranger sans que son mal propre ne soit en cause, et donc que quelque chose que ce soit puisse périr par l'effet du mal d'une autre chose. Notons, Anne Merker, que si pour Platon, ce qui importe, c'est la démonstration de l'immortalité de l'âme, il fait preuve dans ce texte et dans tous ses dialogues d'un immense souci du concret, de la matière, de la métaphore culinaire, comme s'il fallait passer par cela pour mieux prouver le caractère immortel et donc immatériel de l'âme. Oui, il fonctionne énormément par métaphore et par métaphore de deux plans, souvent côté corps et puis côté âme. Et puis, oui, bien sûr, et l'âme, c'est le sujet, mine de rien, c'est le sujet. Alors on l'appelle plus âme, maintenant âme, ça donne une image complètement religieuse du truc, mais voilà, on va parler de la conscience, ceux qui cherchent à voir si la conscience est extérieure au corps, si elle perdure, si c'est quelque chose les scientifiques sont en train de travailler là-dessus. Quoi qu'il en soit, le côté immatériel, le côté immortel de soi, c'est quelque chose qui, même si on l'a mis de côté là en ce moment avec le libéralisme tout-puissant et le matérialisme tout-puissant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer au travers de ça, de cette vision de l'immortalité. C'est impossible. L'homme ne peut pas ne pas penser à ça. C'est quelque chose qui est fondamental. Sinon, c'est que du déni. Oui, on meurt, il n'y a rien, il n'y a pas de transcendance, mais on vit avec une sorte de déni du fond de ce qui nous anime, de ce qui anime chaque être humain. Le caractère totalement immatériel de l'âme est assez complexe. D'abord, l'âme est plurielle dans la République.
seul l'intellect, l'intelligence peut prétendre à quelque chose de totalement immatériel. Et même comme ça, dans le Phédon, il dit, bon, c'est ce qui est le plus proche des formes intelligibles. Mais voilà. Et quand on lit le Timée, en fait, l'âme, dans le fond, a un statut un peu intermédiaire entre le corporel et ce qui est totalement c'est pas complètement éthéré. C'est non pas complètement éthéré, parce qu'il va quand même bien falloir pouvoir raconter encore un mythe et qu'il faut quand même bien qu'elles aient encore une personnalité. C'est une caractéristique chez Platon, hein, c'est que les mythes eschatologiques, les âmes conservent leur personnalité. Alors avant d'en venir là, puisqu'on va y venir, effectivement, il y a entre deux, hein, entre le moment où il revient sur les poètes et puis où il va faire lui-même œuvre de poète. Voilà, c'est pas la moindre des contradictions. Voilà, justement, c'est la rivalité dont vous parliez, tout à fait. Il faut qu'il montre que lui aussi peut écrire des poèmes. Ah c'est tout à fait. Il peut écrire de la sophistique mieux que tous les sophistes. Il peut écrire des mythes mieux que tous les poètes. Enfin, c'est ça, Platon. Hein. Nietzsche souligne beaucoup, d'ailleurs, cet élément de joute de Platon vis-à-vis de tous les talents de son époque. Hein. Il est effectivement celui qui est doué de tous les talents. Alors, ce petit moment qui est très bref dans La République et qui est... Oui. Assez obscur, j'espère qu'on n'a pas perdu tous les auditeurs et qui sont là, qui est vraiment à l'envers. En fait, c'est quelque chose de très simple et effectivement de très matériel comme raisonnement. Le pivot de ce raisonnement, c'est toujours, encore une fois, la notion de bien et la notion de mal. Alors, enlevons tout sens moral à ces notions, hein, on va revenir au fondamental, c'est-à-dire le bien, ça fait du bien, le mal, ça fait du mal. Voilà, c'est tout. On enlève les aspects. C'est le bon et le mauvais, au fond. Voilà. Si vous voulez. C'est tout simplement génial. C'est tout simplement génial, mais c'est exactement ça. Le bien, le mal, c'est ce que je dis sur la mécanique universelle. Ce sont deux matériaux pour construire le bien. La seule chose, c'est le bien qui est surhumain, entre guillemets, qui est divin. C'est le bien, c'est-à-dire l'amour absolu. Mais le bien et le mal dans nos définitions pour dire lui c'est quelqu'un qui est mauvais, celui-là c'est quelqu'un qui est bon, etc. Tout ça c'est trop et c'est juste des termes parce qu'en réalité celui qui se comporte mal fait évoluer l'humanité. Alors il doit être jugé, il faut toujours rappeler cette chose-là pour pas exonérer quelqu'un qui se comporterait mal et dire bah oui voilà ce dictateur là au fond il fait bouger des lignes qu'on voit pas, etc. Mais on peut pas exonérer, il faut critiquer le mal, privilégier le bien, valoriser le bien, dévaloriser le mal, etc. Ça c'est naturel, mais tout en sachant que ces deux forces travaillent toutes les deux au bien de l'humanité. Et ça, je le démontre avec l'idée du code pénal qui correspond au travail conjoint entre le transgressant, celui qui cherche à abuser ses congénères tout en restant dans la légalité ou en se faisant pas prendre ou en essayant de trouver des vices de forme dans le droit, ce qui oblige le droit à évoluer, etc., à mettre des nouveaux interdits. Et donc, c'est le travail conjoint du délinquant et du transgressant et du juriste qui fait que maintenant, notre droit, en partant de quelques lois basiques, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., est devenu un pavé comme ça avec des milliers d'alinéas et de règles. Vous voulez, mais le bien et le mal, en français aussi, hein, quand on dit c'est un bien, ou voilà, ça marche aussi. Et Platon fait un raisonnement un petit peu complexe à suivre, et il explique... C'est plus la loi qui a évolué jusqu'au fait que on ne va plus parler de bien et de mal, et celui qui va passer devant le juge pour ce qu'il a fait, on va juger son acte, on va pas juger la personne. Normalement, c'est ça. Et malheureusement, les médias de l'oligarchie remettent en piste de pointer, regardez comment il est méchant et détestez-le, etc. Et donc les réseaux sociaux reprennent en boucle ce genre de choses au lieu d'être éduqués. Là, on voit à quel point l'éducation est fondamentale. On devrait éduquer le peuple
à ne pas être méchant avec ceux qui sont, voilà, de pas faire de double peine. Quelqu'un, il passe voilà, il a une peine, il a commis quelque chose, etc. Et puis, il fait sa peine, c'est une peine, c'est pas de la joie, c'est pas un truc... Et il explique que finalement, chaque chose a un bien qui lui est propre et un mal qui lui est propre. C'est-à-dire, il y a des mots qui peuvent être pour un être et qui sont pas pour un autre, qui nous concernent pas. La rouille, par exemple, la rouille concerne le fer, mais ça concerne pas la chair humaine, par exemple. Hein, voilà. Même si on emploie l'image souvent pour dire qu'on a un corps rouillé. C'est de la métaphore. Mais disons, ou bien vous avez des choses qui sont un poison pour certains animaux et qui vont pas être un poison pour d'autres. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, Platon fait un raisonnement de sorte à dire, regardons le corps a un mal, diverses maladies, et le mal qui est vraiment propre à ce corps, enfin propre, qui est immanent et connaturel à ce corps, qui se trouve en lui, le met en mauvais état et peut aller parfois jusqu'à le détruire. Et effectivement, qu'il n'en reste plus rien qu'on puisse vraiment qualifier de corps. Alors, il demande à son interlocuteur, a-t-on la même chose pour l'âme? Quel est le mal de l'âme? Nous l'avons montré pendant tous les livres précédents, c'est l'injustice. C'est-à-dire l'ensemble des vices, l'injustice, la lâcheté, l'intempérance, etc. Exactement. Ça, c'est le mal qui est propre génial. à l'âme, puisque l'âme n'est pas touchée à l'esprit en même temps. Pas touchée par des choses comme ça. Elle est touchée. C'est le mal de l'esprit, quoi qu'il arrive. Ça nous fait mal. On se comporte pas mal comme ça, sans que ça impacte notre corps. Alors il faut une pathologie bien précise qui fait que on n'a plus aucun sentiment, plus rien, et donc on est dans une psychopathologie qui fait qu'on ressent rien. On peut torturer quelqu'un et ne rien ressentir. Mais ça, c'est une pathologie. Globalement, l'humanité n'est pas sur cette pathologie. Ça concerne 1% de l'humanité ou 0,1%. Comme ça, elle est touchée par son mal propre, dont on a montré que c'était l'injustice et le vice au sens moral cette fois. Et le jeu argumentatif consiste à demander, mais est-ce que ce mal, il met en mauvais état? On est bien d'accord, c'est ce qui a été montré. Il met en très mauvais état et donc d'ailleurs il rend malheureux. Mais il met en mauvais état. Mais est-ce qu'il va jusqu'à détruire? Ou est-ce que c'est comme une maladie qui ne ferait que mettre en mauvais état sans être mortelle? L'injustice est une maladie, mais ça n'est pas une maladie mortelle. C'est-à-dire, elle n'est pas mortelle on peut la soigner. Tant qu'on reste dans l'hypothèse qui est rappelée par Socrate ici, on fait abstraction des châtiments des humains, etc. Parce que peine de mort, etc. à l'époque, enfin d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, il y a des pays où la peine de mort est appliquée. Donc on peut dire, ah oui, mais les gens injustes sont condamnés par les tribunaux et ils en meurent. Non, ils ne meurent pas de leur injustice. Ils meurent du châtiment qui leur est appliqué. Donc, Platon explique, à travers Socrate, le mal propre de l'âme, celui qui le touche, est une maladie qui n'est pas mortelle. Donc, l'âme ne meurt pas par son mal propre, a fortiori, elle ne va pas mourir par un mal qui lui est étranger. Elle va pas mourir d'une maladie du corps, etc. Donc, on n'a rien qui puisse faire mourir l'âme, donc l'âme est immortelle. Vous trouvez ça satisfaisant ? Personnellement, non. On est d'accord. Je dirais, je trouve ça satisfaisant au sens où il y a une insistance régulière de Platon sur cette notion. Non, mais oui, bien sûr que c'est satisfaisant d'ailleurs, parce que en réalité, l'âme est voilà, c'est ce qu'on appelle l'âme, peu importe que ça soit autre chose, je sais pas, mais c'est pas mortel par le mal qu'on fait, parce que le mal, le principe créateur, c'est que le mal, c'est un outil du bien. Donc, c'est pas mortel. C'est clair que c'est le résultat. Quelqu'un aux États-Unis, voilà, il y a la peine de mort, ou en Chine ou ailleurs. C'est le mal qu'a fait l'individu. C'est pas ce qui va le tuer en lui-même. C'est le résultat de cette chose-là. Mais c'est donc c'est soignable, en somme. On peut soigner l'âme et on peut la guérir. C'est une maladie, c'est le mal, c'est une maladie de l'âme.
mais ça, on peut, si l'humanité se met à soigner les âmes de l'humanité, elle y parviendra et on peut, et ben ça revient à ce que dit la mécanique universelle. Nous allons vers la perfection, donc on pourra soigner les âmes humaines pour les rendre parfaites. Voilà. Platon sur cette notion de puissance bénéfique du bien et de puissance nuisible du mal. Et ça, je trouve ça un argument très fort. Voilà, ben on va arrêter là pour cette vidéo. Merci en tout cas de votre écoute. Et puis, je suis désolé, c'est entrecoupé, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et puis, je suis pas complètement... Il y a des jours où mon cerveau fonctionne mal parce que j'ai été un peu affolé pour des raisons X ou Y. Et donc, je suis pas... c'est pas très paisible. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Merci, bye bye.